Donc, on va parler maintenant de l'hypophosphatasie, qui est aussi un point majeur sur le plan dentaire, avec le professeur Martin Bios-Duplan et le docteur Geneviève Boja, qui est remplacé par... Donc, Maëlle Charpier, je suis chef de clinique donc au service de médecine génomique des maladies rares à Necker. D'accord. Et donc, le docteur Boja s'excuse, mais elle ne pouvait pas être là ce matin. Donc, c'était juste pour vous présenter un petit peu rapidement la partie plus générale et médicale sur l'hypophosphatasie. Donc, il y a une maladie rare avec une prévalence estimée à 1 sur 100 000 à 1 sur 300 000, donc des estimations assez larges, mais probablement parce qu'il y a encore un spectre phénotypique très variable et voilà, qui est donc probablement sous-diagnostiqué. Des manifestations cliniques donc, très variables, avec des manifestations évidemment squelettiques et dentaires, mais aussi des manifestations neurologiques et respiratoires. Ce qui va donner un spectre de sévérité également très variable, avec des formes létales, mais aussi des formes d'évolution complètement bénignes. Et un pronostic a beaucoup évolué sur ces dernières années avec l'arrivée de l'enzymothérapie substitutive depuis 2014. Donc, sur le plan vraiment génétique et moléculaire, l'hypophosphatasie elle est liée à des variations pathogènes dans le gène ALPL avec des formes à la fois autosomiques récessives et autosomiques dominantes. C'est un gène qui va coder pour la protéine TENSALP, donc qui est une phosphatase alcaline osseuse non tissu spécifique, qui va être responsable de déphosphorylation de certains substrats. Et donc, c'est l'absence de déphosphorylation de ces substrats qui va être responsable des manifestations cliniques. Il y a 2 substrats principaux. Le premier qui est le PPI, donc le pyrophosphate inorganique, qui doit être transformé donc en phosphate inorganique et qui va intervenir donc la formation de cristaux d'hydroxyapatite, et donc ça va être responsable des troubles de minéralisation et de l'os et de la dentine. Un autre des substrats principaux, c'est le phosphate de pyridoxal, qui va être donc déphosphorylé en pyridoxal, qui est la vitamine B6. Et donc le déficit en vitamine B6 va être responsable de certaines manifestations, notamment neurologiques, avec des convulsions. Et sur le plan vraiment pratique, l'absence de cette protéine va être responsable d'une baisse des phosphatases alcalines sanguines, donc on peut doser très facilement en routine, donc qui est un très bon biomarqueur pour nous pour le diagnostic. Il y a donc 6 types d'hypophosphatasie classés donc selon l'âge d'apparition des premiers signes, avec donc une forme périnatale létale ou bénigne, allant jusqu'à la forme adulte, et une forme donc avec un phénotype exclusivement dentaire qui est l'odontohypophosphatasie, dont on vous parlera plus en détail. Et pour vous en présenter juste une, qui est l'hypophosphatasie infantile, qui est probablement la forme la plus classique et la plus connue, avec des premiers signes avant 6 mois. Donc, il se divise également en 2 formes. Une forme d'emblée sévère, notamment avec une atteinte respiratoire à la naissance et neurologique, avec des malaises, des convulsions, et une forme infantile tardive. Donc, ils vont se manifester dans les premiers mois de vie par des signes assez généraux, une hypotonie, des difficultés alimentaires, évidemment une atteinte squelettique avec les lésions métaphysaires assez classiques, des déformations, donc des déformations osseuses, des craniosténoses. Donc, encore une fois, une atteinte dentaire, c'est surtout la chute prématurée des dents, mais il y a d'autres atteintes qu'on vous réexpliquera, et bon, des troubles de croissance, et en règle générale des enfants qui ont un développement cognitif normal. Donc si on détaille les manifestations orales rapidement, c'est une maladie qui peut toucher tous les tissus minéralisés de la cavité orale, l'émail, l'ossément, la dentine et l'os alvéolaire, avec des manifestations qui vont être différentes chez les enfants et chez l'adulte, mais qui, chez l'enfant et l'adulte, peuvent contribuer à l'identification de la maladie, à sa suspicion et au diagnostic. Alors l'émail, ça va être assez inconstant. On peut avoir des dents qui ont un aspect tout à fait normal, mais on constate souvent, en particulier chez les enfants, que certaines dents vont présenter des petites hypoplasies, des petites zones où la dent n'a pas une forme tout à fait normale, avec un manque d'émail, avec parfois, chez l'adulte, quelque chose qui est moins évident au premier abord, avec une usure prématurée de cet émail, et dans certains cas un peu plus extrême encore,
une amélogénèse imparfaite, hein, vraiment un défaut constitutionnel de l'émail qui touche toute une denture. Ensuite, on va très souvent avoir des défauts de la dentine, avec des défauts quantitatifs et qualitatifs. Les défauts quantitatifs, on les voit très bien à la radio, avec ce qu'on appelle la chambre pulpaire, là où on a le nerf de la dent qui est un peu trop volumineux. Pourquoi il est trop volumineux? Parce que la formation de la dentine ne s'est pas faite correctement. Et cette formation, elle se fait normalement au détriment du nerf. Donc ça, sur des radios, ça se voit assez facilement. Chambre pulpaire un petit peu large, ce qui est commun avec d'autres défauts de minéralisation. Et sur des études, des analyses beaucoup plus poussées, on peut voir des défauts qualitatifs de la minéralisation de cette dentine. Le troisième tissu qui va être touché, et c'est celui qui va avoir le plus de conséquences au niveau clinique, ça va être le sément. Le sément, c'est peut-être pas le tissu dentaire qui est le plus connu. C'est ce qui permet l'ancrage de la dent dans l'os des maxillaires. La dent, sa racine, elle est entourée d'un ligament qui fait le lien avec l'os, et l'ancrage de ce ligament est assuré par le sément. Et ce qui se passe dans l'hypophosphatasie, c'est qu'on va avoir un défaut de ce sément et du coup un ancrage de la dent défectueux. C'est ce qu'on peut voir sur ces coupes histologiques, sur des dents qui ont été perdues, avec un sément qui est anormalement fin, donc un défaut surtout quantitatif, mais aussi de minéralisation. Ça va se traduire par des pertes de dents, un défaut d'ancrage qui peut intervenir très très tôt, et c'est vraiment le signe oral le plus connu de la maladie. Ça va être une perte dentaire de dents temporaires, avec leurs racines plus ou moins intactes. Je dis plus ou moins intactes parce que parfois ça peut arriver avant même que la dent ait terminé son édification. Pas associé à un trauma, pas associé à une inflammation particulière, non douloureuse et précédée d'une mobilité. Et ça, c'est vraiment important parce que ça peut être le premier signe de la maladie, c'est-à-dire que les parents, un peu affolés par cette perte de dents, par ces mobilités, peuvent aller voir un dentiste. Et là, c'est important que le dentiste mette le doigt sur l'aspect tout à fait particulier et anormal de la situation. Comme on peut le voir chez cette petite fille, qui perd spontanément une puis deux incisives mandibulaires. On peut voir sur les radios qui ont été faites qu'on retrouve les chambres pulpaires anormalement larges. On voit aussi un niveau d'os alvéolaire qui est un petit peu plus bas. Et sur la photo clinique, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas eu de trauma ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un diagnostic, ça nous permet d'exclure les défauts du système immunitaire ou de choses comme ça qui peuvent également être responsables de perte dentaire. Cette perte de dents et le nombre de dents perdues et l'âge auquel sont perdues ces dents est souvent corrélé à la sévérité générale de la maladie. Et en gros, plus on va perdre de dents et plus on va les perdre tôt, plus il y a de risques d'avoir des manifestations squelettiques associées. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des manifestations, des situations où la perte dentaire est le seul événement qui se passe. Cette perte dentaire, elle est suivie bien sûr par des examens poussés pour justement rechercher des pathologies squelettiques, rénales ou autres, mais parfois on ne trouve rien et la perte dentaire reste isolée. Ces défauts de minéralisation du sément, ils ont aussi des manifestations chez l'adulte. Et autant on a vu que chez l'enfant, ça aboutissait à des choses très spécifiques et tout à fait inhabituelles qui doivent vraiment interpeller le dentiste, autant chez l'adulte, ça va se manifester par des parodontites, donc un déchaussement des dents, plus précoce et plus sévère. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant dans la population générale. On a cette étude allemande récente qui montre que à partir d'un certain âge, tous les patients HPP adultes ont une parodontite et donc très probablement des manifestations d'un sément défectueux. C'est l'exemple de cette patiente qui a un diagnostic d'hypophosphatasie assez tardif, vous voyez, à 37 ans, suite au diagnostic chez une de ses petites filles. Elle n'a pas d'antécédents musculo-squelettiques, c'est une ancienne championne de ski de fond. Et par contre, au niveau parodontal, au niveau oral, c'est assez spectaculaire pour nous parce que c'est une patiente qui n'a aucun facteur de risque. Elle n'a aucune raison d'avoir une parodontite. Et pourtant, elle a déjà perdu une dent à cause de ça. Elle a perdu une certaine quantité d'os. Et donc, très probablement, des manifestations d'un défaut du sément.
Le dernier tissu minéralisé qui peut être affecté dans l'hypophosphatasie, c'est l'os alvéolaire. Ça contribue probablement aux parodontites dont on vient de parler, mais probablement que ça contribue aussi à un défaut de cicatrisation quand on met en place des implants dentaires. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement établi. Mais on a regardé, par exemple, dans notre centre, de façon rétrospective, les patients qui avaient bénéficié d'implants avant de venir nous voir. On a identifié 6 patients et vous voyez que 28 implants qui ont été posés avec un taux de succès qui est supérieur à 50%. Dans la population générale, un implant, ça marche chez 98-99% des adultes. Donc, très probablement une cicatrisation osseuse défectueuse autour de ces implants et donc des patients qui sont à risque quand on perd les implants, quand on met en place des implants. Ce qui est illustré par ce cas assez dramatique pour nous d'une patiente diagnostiquée là encore très tardivement, à l'âge de 50 ans, avec des antécédents musculo-squelettiques assez costauds pour autant. Quand les implants ont été mis en place, cette patiente a été dans un fauteuil déjà, elle avait une limitation à son activité physique, elle avait des douleurs chroniques. Le dentiste n'est pas posé plus de questions que ça. Voilà, il y a un grand bridge sur un plan qui a été mis en place. Et quelques années après, excusez-moi, ces implants ont dû être retirés. Et avec quand même pour la patiente un sentiment d'échec important. Voilà, donc pour résumer, des manifestations quasiment systématiques, différentes chez l'enfant et chez l'adulte. Chez l'enfant, manifestations très très spécifiques qui en général ne passent pas inaperçues et peuvent être à l'origine du début de prise en charge et du parcours de diagnostic. Et chez l'adulte, des manifestations là encore quasiment systématiques, mais parce qu'elles sont beaucoup moins spécifiques, qui peuvent passer inaperçues. Et là encore, on a du travail pour justement essayer d'identifier ces patients pour réduire l'errance diagnostique qui est supérieure chez l'adulte par rapport aux enfants. Voilà, on n'a pas parlé de l'effet du traitement, mais peut-être pour une prochaine session pour des questions. Merci. Bon, je crois que je ne vois pas de questions sur notre petit appareil. Est-ce qu'il y a donc des questions dans la salle? Est-ce que chez l'adulte, c'est souvent lié à une ostéoporose ou une demobasse? Ou est-ce que ce n'est pas encore établi, cette donnée? Une corrélation entre les anomalies dentaires que vous observez chez l'adulte, donc une porte d'entrée dentaire, et le fait que finalement qu'il y ait une demobasse associée qui aussi peut passer inaperçue, il n'y a pas forcément de fracture. Alors, c'est une très bonne question. De façon globale, autant chez l'enfant, la sévérité des manifestations orales et squelettiques est franchement liée, autant chez l'adulte, ce n'est pas toujours le cas. On a des gens qui, au niveau dentaire, ont des choses très sévères, perdent des dents spontanément, adultes, en ayant par ailleurs une stature normale, pas d'ostéoporose, rien au niveau rénal et en bonne santé. Donc c'est beaucoup moins corrélé. Tout à l'heure, la patiente ancienne championne de ski de fond, on a du mal à lui trouver des problèmes. Mais ça peut l'être. Et je pense que ça doit nous interpeller en tant que dentiste quand on voit quelqu'un qui est denté à l'âge de 50 ans, quelqu'un qui a perdu des implants, quelqu'un qui a une parodontite sévère sans facteur de risque, d'aller rechercher si justement au niveau musculo-squelettique il y a des antécédents particuliers et s'il y en avait, peut-être d'explorer avec un dosage de PAL, ma collègue en a parlé, très simple de voir ça. Et je rejoins le fait que ces formes, elles sont très probablement sous-diagnostiquées quand on voit la fréquence des variants pathogènes dans la population générale par rapport au nombre de patients diagnostiqués. Alors, une question. Comment prenez-vous en charge concrètement les patients atteints d'hypophosphatasie infantile?
Alors sur le plan médical, il y a l'enzymothérapie substitutive, donc c'est des injections intramusculaires avec des schémas en 3 ou 5 fois par semaine. Donc dès que le diagnostic est posé, ils ont ces injections qui sont faites et donc qui permettent d'améliorer en tout cas le phénotype osseux et probablement dentaire. Donc après c'est une prise en charge pluridisciplinaire, mais voilà, on les traite dès le diagnostic posé. Et sur le plan dentaire, le traitement va améliorer la minéralisation des dents, du sément, de la dentine, mais avec ce qui a été montré tout à l'heure, le fait qu'on intervienne souvent sur des dents qui ont été formées bien avant et qui n'ont pas bénéficié du traitement. Donc souvent, on constate des pertes de dents qui continuent, des pertes de dents temporaires chez des enfants qui sont traités, mais dans notre expérience, quand même, au bout d'un moment, on voit un vrai bénéfice. Oui, question, là-bas. Pour redonner un peu d'optimisme avec justement la thérapeutique, c'est médicaments orphelins. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans des formes où le patient est devenu une compétition, ton dernier patient, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'encadrer toute la thérapeutique osseuse, chirurgicale, orale, avec ces maladies orphelins, parce que c'est un peu rageant de voir une telle situation. C'est vrai, évidemment, ce qu'on aimerait faire. Et on aimerait que la mise en place d'un plan comme une intervention de chirurgie orthopédique elle soit précédée d'un traitement qui améliorerait la minéralisation et suivi d'un traitement sur une petite fenêtre. C'est ce qu'on a fait chez des patients qui ont une hypophosphatasie adulte avec du tériparatide, avec un succès. Et c'est peut-être un petit peu plus compliqué avec l'autorisation et l'indication pour l'enzyme recombinante et la sphotase alpha, qui a des indications très, très précises. Très précises et quelques difficultés au niveau de la mise en place et de la prise en charge, parce qu'il y a notamment, après des années de traitement, de l'apparition d'auto-anticorps et de choses comme ça, donc c'est pas si simple de mettre en place le traitement, de l'arrêter, de le remettre en place. Il y a quand même quelques complications. Donc pour l'instant, réservé plutôt aux formes infantiles sévères. Une autre question, Catherine ? Oui, c'est plus un commentaire. Est-ce que finalement, ce n'est pas un point de convergence entre nos deux filières ? Ce que tu viens de montrer, Martin, sur les patients adultes avec des maladies parodontales, parce que c'est vrai que dans nos pratiques, on voit des patients adultes avec des maladies parodontales qui n'ont pas vraiment de facteur de risque. Et est-ce que ce ne serait pas intéressant de mettre en interfilière une étude clinique au niveau national où finalement, une fois le diagnostic posé, soit dans les centres rares, il y a un vrai dialogue pour pouvoir voir finalement chez ces patients quel est le pourcentage qui présente des pales basses et une mutation un variant sur ce gène. Ça peut être très intéressant, je pense. Oui, c'est un projet qu'on a qui n'est pas facile à mettre en place, puisque voilà, la parodontite sévère, c'est 15% des adultes en France en bonne santé. Oui, et donc il faut... Mais moi, je suis convaincu que la consultation chez le dentiste, c'est une bonne porte d'entrée pour arriver sur un diagnostic et pour, en tout cas, orienter peut-être certains patients vers un prélèvement de pales et ceux qui seraient bas à plusieurs reprises, sans bonne raison par ailleurs, de les orienter vers une recherche de variants pathogènes. Je pense que c'est une bonne idée. Non. La question, c'est est-ce qu'il y a un bilan sanguin systématique avant de poser un implant ? Non. Non, non.